Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Un seul titre à cette édition. Le remaniement ministériel intervenu hier a vu l'arrivée de 5 nouvelles têtes et le départ de 2 ministres. Le nouveau gouvernement de Paul Kabatieba a eu ce matin une séance de prise de contact à Kosiam avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Le remaniement annoncé état attendu est intervenu hier nuit. Il a été marqué par quelques réaménagements, mais pas de grands chambardements. On note le départ de 2 ministres, dont le professeur Filiga Michel Savadogo, et la nomination de Jean-Claude Bouda comme ministre de la Défense. Il cède son portefeuille à Smaïla Ouedraogo. Commentaire Nyar Kiteda. 2 anciens ministres quittent et 5 nouveaux font leur entrée dans le gouvernement Tieba II. Le professeur Filiga Michel Savadogo cède son fauteuil de ministre de l'Enseignement supérieur à un autre professeur, Al-Kassoum Maïga. Le portefeuille de l'économie numérique et des postes échoue désormais à l'ingénieure informaticienne Adja Fatimata Ouattara en remplacement de Aminata Sanan Congo. Comme il avait annoncé, le président se déleste du poste de ministre de la Défense au profit de Jean-Claude Bouda qui lui laisse le ministère de la Jeunesse au désormais ancien ministre de la Santé, Smaïla Ouedraogo. C'est l'ancien directeur général du centre Mirage de Bobo Dioulasso, le professeur Nicolas Meda, qui devient ministre de la Santé. Simon Compaoré s'occupera désormais exclusivement du ministère plein de la sécurité, détaché de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui devient l'affaire de Siméon Savadogo. Le ministère de l'Énergie et des Mines a été également scindé en 2. Alpha Ouma Dissa reste ministre de l'Énergie et le ministère des Mines et des Carrières est dirigé par Oumarou Idani, jusque-là député à l'Assemblée nationale. Il n'y a donc pas eu de bouleversement, juste un réajustement et une rotation de certains anciens ministres. Le message est donc clair, le président Roch Marc Christian Kaboré maintient le cap. Ce matin, la nouvelle équipe gouvernementale s'est retrouvée à Kosiam où le Premier ministre a précisé à cette occasion avoir mis l'accent sur l'efficacité dans ses choix. En attendant de revenir sur cette rencontre de prise de contact, nous vous proposons en image les visages des nouveaux ministres, à commencer par Nicolas Meda de la Santé. Ensuite, Al-Kassoum Maïga de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Siméon Savadogo de l'administration territoriale et de la décentralisation. Oumarou Idani des mines et carrières. Et enfin, Fatmata Adja Sanou de l'économie numérique et des postes. La diplomatie burkinabé et celle de la Russie autour de la même table. Voilà donc, ce sont les 5 nouveaux ministres qui font leur entrée dans le gouvernement de Paul Kabatieba II. Cela dit, le Burkina et la Russie renforcent les relations de coopération à travers la signature d'un accord cadre. Il symbolise la dynamisation de la coopération entre les 2 pays et permettra des échanges dans tous les secteurs. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, et son homologue russe, Sergei Lavrov, se sont rencontrés hier à Moscou. Reportage Frédéric Etienne Bassenga. Retrouver tout à l'heure Frédéric Etienne Bassenga, qui est notre envoyé spécial à Moscou, qui va nous faire donc la synthèse de cette rencontre entre les ministres russes et burkinabés des Affaires étrangères. Quelques difficultés au niveau donc de la technique pour vous proposer ce reportage. J'espère que tout rentrera dans l'ordre dans quelques secondes pour que nous puissions voir ce reportage. La diplomatie burkinabé et celle de la Russie autour de la même table. Alpha Bari et Sergei Lavrov, entourés de leurs collaborateurs, échangent sur l'accord cadre qui doit relancer les relations entre le Burkina Faso et la Russie, ainsi qu'une convention sur l'enseignement supérieur. Après près de 30 minutes d'échange,
Le résultat est satisfaisant. Les deux chefs de diplomatie signent l'accord cadre. La convention relative à l'enseignement, elle, aura besoin d'un léger ajustement avant signature. Avec cet accord cadre, toutes les composantes des administrations burkinabè et russes peuvent désormais échanger sur les questions bilatérales. J'ai aimé ces échanges, ça a été des échanges francs, des échanges empreints d'amitié et de réalisme aussi, des échanges de solidarité avec la Russie. Et c'est le départ d'une nouvelle relation, celle qui il y a quelques années. On essaie de la retrouver. Et comme vous le savez, il y a eu des relations politiques fortes entre nos deux pays. Très attentif aux questions sécuritaires au Burkina et dans la région, le ministre des Affaires étrangères de la Russie a promis visiter très prochainement le Burkina Faso dans le cadre d'une tournée africaine. À l'issue de la signature de l'accord cadre, le ministre burkinabè des Affaires étrangères a donné une conférence de presse. Il a évoqué les questions de sécurité et la nouvelle stratégie du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme et assurer des frontières sûres aux pays membres du regroupement. Ces propos sont recueillis par Frédéric Etienne Bassenga. L'idée de départ au niveau du G5 était de créer une force qui serait regroupée quelque part et qui se projetterait en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on mettrait une force au Mali, des bataillons constitués au Mali et qui pourraient intervenir soit au Burkina, soit au Niger ou dans les autres pays, la Mauritanie, le Tchad notamment. Mais cette idée a été abandonnée parce qu'on l'a jugée trop difficile à mettre en place, trop longue à mettre en place et trop coûteuse aussi pour le fait qu'il faut faire venir des bataillons, les rassembler quelque part et après la projection sur le terrain peut s'avérer difficile. Donc on a adopté des solutions qu'on peut dire plus faciles, plus légères à mettre en place. Il s'agit de constituer 3 zones d'intervention. Les 3 zones d'intervention se font au niveau des frontières. C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée qu'il y a déjà des opérations entre les différents pays au niveau des frontières. Donc il faut s'appuyer sur ces opérations-là pour mettre en place 3 forces. La première force, c'est entre la Mauritanie et le Mali, au niveau de la frontière ouest du Mali. Et la deuxième force, c'est entre le Burkina, le Mali et le Niger. Là, il s'agit d'opérer sur la frontière est du Mali. Et puis, la troisième force serait entre le Tchad et le Niger pour opérer dans la zone du bassin du lac Tchad en appui à ce qui existe déjà dans la lutte contre Boko Haram. Le compte à rebours a commencé pour le FESPACO 2017 qui s'ouvre samedi prochain. Les œuvres qui seront présentées à cette 25e édition ont été réalisées pour la plupart, pour ne pas dire toutes, grâce au numérique. Le numérique, qui a remplacé la pellicule depuis des années, a facilité le travail des cinéastes et permis à de nombreuses personnes de se lancer dans la réalisation cinématographique. Un débat est donc né autour du rôle du numérique dans la production audiovisuelle. Roger Kam, Maïmouna Traoré. Il y a quelques années seulement, les films étaient tournés sur ces supports. Des pellicules de 16 mm, super 16 mm, 35 mm. Grâce au progrès technologique, l'analogique a fait place progressivement au numérique. Les supports sont de plus en plus légers et offrent des facilités de production. Avant, c'était des grosses pellicules, des boîtes. Il y en avait parfois 5 bobines, 6, 7 selon la longueur du film, et ça peut peser 20, 25 kilos. Aujourd'hui, c'est très simple. Ça tient dans un truc que vous mettez en poche. Pour un pays comme le Burkina qui n'avait pas encore pu démarrer une industrie cinématographique avec des laboratoires de développement et de grands studios très coûteux de post-production, évidemment, c'est une économie aujourd'hui. On peut tourner un film au Burkina
et le post-produit de A à Z sans quitter le Burkina. Quand tu tournais avec la pellicule, il fallait attendre que ça parte au laboratoire et le minimum, c'est peut-être dans une semaine que tu peux avoir les résultats de ton laboratoire. Et pendant ce temps, le comédien qui a joué dans cette séquence, tu es obligé de l'immobiliser sur place. Ça te coûte, même s'il avait fini de jouer, tu n'es pas sûr que s'il reprend son avion pour aller à Dakar, au moment où tu vas avoir les résultats de ton laboratoire, tu ne vas pas le faire revenir. Il a ainsi donné naissance à ce qu'on pourrait appeler un boom cinématographique. En 2016, par exemple, plus de 20 longs métrages ont été réalisés au Burkina Faso. Le numérique est venu donner la possibilité à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir tourner malgré tout des films. Face à cette évolution technologique, le FESPACO s'est adapté. Il s'est doté de nouveaux supports de projection et à partir de l'édition de 2013, les films tournés en numérique sont acceptés dans la compétition. Mais attention, le cinéma est un art, une technique, une industrie et un commerce avec ses règles et ses contraintes. Au début, on a pensé, parce qu'on produit en numérique, ça ne coûte pas cher, on peut faire rapidement, mais si vous faites rapidement quelque chose, la qualité ne sera pas terrible. Dans quel marché vous allez le vendre? Il y a des choix techniques à faire. Il suffit de savoir qu'est-ce qu'on veut exactement obtenir à la fin du compte. Beaucoup de gens ont pensé que comme le matériel qui sert à tourner les films ont légèrement baissé, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Alors qu'il faudrait avoir la même rigueur quand on est dans le cinéma professionnel, qu'on soit en numérique ou en argentique, pour pouvoir être un jour dans le système international, dans le système professionnel, tout de suite ton numérique que tu disais bas prix ne peut plus tenir la route. Je sais que les Américains ont souvent amené, ou quelquefois amené des films tournés avec des téléphones portables au Festival de Cannes, mais il faut voir derrière ce qu'ils ont fait à partir de cette première image. Le numérique offre une indépendance technologique et économique, mais il faut respecter ses règles et ses contraintes si l'on veut produire des œuvres de qualité, des œuvres professionnellement acceptées. Et à quelques jours de la Biennale du cinéma africain, des œuvres sortent sur nos écrans. Après Carton rouge d'Augustin Palinfo, voici le dernier titre de deux jeunes réalisateurs burkinabés. Le long métrage de Kofi Assogba et d'Abdoul Hamidou Bagué a mis 2 ans pour sortir dans les salles. Il allie rire et émotion. Daouda Ouattara, Zalissa Sanfo. L'histoire se déroule à Ouagadougou. John, un jeune étudiant en quête de boulot, complote avec un groupe de jeunes braqueurs du quartier. Quelques années plus tard, il devient lui-même inspecteur de police et est chargé de mener des enquêtes sur son ancien groupe et de les rendre à la justice. Comment arriver à dénoncer ses anciens collaborateurs sans se faire lui-même mouiller? Surtout que des hauts gradés de la police sont tous dans le réseau. Ah ouais. Allez, n'importe ma poule. Qu'est-ce qui se passe? C'est le tout premier long métrage de Assogba Kofi et de Bagué Hamidou Abdoul. Une fiction titrée Le Dernier Tir 1. Pour le réalisateur Assogba Kofi, l'idée du film est de relater les réalités que vivent certaines personnes après être nommées à des postes de responsabilité. Le contraste qu'il y a entre un braqueur et qui, quelques années, vient se présenter en tant que ce contraste, et puis il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir en tout cas. Beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. Vous avez vu, le film s'est passé plus dans la nuit. Donc dans la nuit à Ouaga, on voit il y a des braquages. Il y a beaucoup de vols à main armée dans lesquels nous on ne parle pas. Tous les films on parle d'amour, mais nous on veut aussi parler un peu des réalités, de ce qui se passe un peu, et aussi on met l'histoire de braqueur à inspecteur de police pour pouvoir encore agrémenter la chose. Le Dernier Tir 1 n'est pas en compétition pour le FESPACO, mais les cinéphiles pourraient le voir très prochainement dans les salles de ciné du Burkina et aussi à l'étranger.
La biosécurité au secours de la lutte contre les maladies émergentes d'origine animale des médecins vétérinaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre bénéficie d'une formation initiée par la FAO avec l'appui de l'USAID. Cette rencontre, ouverte hier à Ouagadougou, devrait permettre aux participants d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de la biosécurité pour les laboratoires des pays participants. Reportage Yacouba Gamene, Estelle Judith Assogoba. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale se mobilisent pour faire face à des maladies d'origine animale. On s'en souvient encore des épisodes d'influenza aviaire, de la maladie à virus Ebola et de la maladie respiratoire à coronavirus, pour ne citer que celle-ci. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici la fin de l'atelier, on suppose et on s'attend à ce que chaque participant ait une feuille de route pour renforcer les capacités des laboratoires de son pays. Face à ces menaces sanitaires, un des défis majeurs à relever est de réussir à détecter précocement l'agent pathogène de la maladie et à y faire face. D'où la tenue de cette session de formation des agents vétérinaires sur le renforcement des capacités de mise en œuvre de la biosécurité et la sûreté biologique dans les laboratoires. La biosécurité, c'est l'ensemble des précautions à prendre lors de la manipulation des échantillons au laboratoire. Donc, au cours de la manipulation, le personnel est exposé à des risques biologiques, à des risques chimiques et aussi à des risques physiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la composante FAO du programme Menaces pandémiques émergentes en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de l'application des mesures de biosécurité dans les laboratoires nationaux vétérinaires de ces pays. Des mesures qui devraient permettre de réaliser le diagnostic des maladies infectieuses animales dans les conditions de sécurité satisfaisantes pour le manipulateur et l'environnement. Les élèves de l'École nationale des eaux et forêts de Dendé-Rosso ont manifesté hier pour réclamer des meilleures conditions d'études. Les conditions qui se résument à la dotation d'équipements et à la formation militaire pour les admis au concours direct. Ils promettent de retourner en classe lorsque des solutions seront trouvées à leurs préoccupations. Reportage à Bobo Dioulasso, Manikayen, Ali Traoré. Depuis la montée des couleurs ce lundi 20 février, les élèves de l'École nationale des eaux et forêts ont déserté les salles de classe. Ils font le pied de grue pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice à leur égard. Depuis la rentrée scolaire, nous avons demandé la dotation en tenue militaire, et la formation militaire aussi des directs. Malheureusement, jusqu'à présent, cela n'est toujours pas une réalité. Et en plus de ça aussi, il y a le problème d'avancement. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que dans une école, il y a deux catégories d'élèves, il y a les directs et les professionnels. Les professionnels, depuis un certain temps, depuis 2015, sont confrontés à un problème d'avancement. Et on aurait appris, je dis bien on aurait appris que c'est le statut particulier que le corps a bénéficié depuis septembre 2015, qui est le blocus actuellement. Informé de la situation, le directeur général dit prendre acte. C'est des problèmes objectifs, mais cependant, il faut montrer une attitude administrative correcte. En termes clairs, il faut montrer de la discipline. Alors je leur ai dit, vous allez retourner dire aux gens, vous retournez en classe et vous écrivez les lettres autant que vous voulez pour qu'on les achemine aux autorités. Maintenant, si les autorités ne prêtent pas une oreille attentive, en ce moment, on verra comment on peut le faire. Les délégués sont retournés rencontrer la masse et ils sont revenus, ils disent non, ils exigent rencontrer le ministre. Ces élèves disent rester sur leur position et ne repartiront en classe que si des solutions sont trouvées à leurs problèmes. Lancement d'une campagne de consultation ophtalmologique au profit des populations défavorisées de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. C'est une initiative du député Nemnaba en collaboration avec l'ONG allemande $1 Glasses. Cette campagne devrait permettre aux couches pauvres qui ont des problèmes de vue de se faire consulter et de bénéficier de verres correcteurs à un prix social. Reportage Kosun Koulibaly, Kadisanogo. Zenabou Sawadogo a des problèmes de vue. Elle est venue se faire consulter dans le cadre de la campagne de consultation ophtalmologique initiée par le NEM-NABA en collaboration avec l'ONG allemande $1 Glasses. Cette opération
va permettre à 750 personnes défavorisées de bénéficier de verres correcteurs à un prix social de 200 francs CFA au lieu de 5 000 francs CFA. Une subvention qui sera prise en charge par l'honorable député. Suite à un constat qu'il y a un grand nombre de nos populations qui souffrent de maux d'yeux. Et nous avons estimé qu'il était nécessaire de poser une action, de travailler de telle sorte à les aider pour ceux où il est encore possible, afin qu'ils puissent retrouver la vue, et pour d'autres, afin qu'ils puissent subir des interventions chirurgicales. Cette initiative a été bien appréciée aussi bien par le parrain que par les bénéficiaires. C'est une chance pour moi. C'est à la mosquée que j'ai entendu le communiqué. Et comme j'ai mal aux yeux, je suis venue pour la consultation. Je suis contente. Que Dieu aide les initiateurs. L'initiative est prise par une personnalité coutumière, bien connue, bien respectée, une personnalité également politique qui contribue du mieux qu'il peut à la paix sociale et au développement de sa localité du Burkina Faso. Les 5 premières personnes qui seront diagnostiquées et dont le cas nécessite une opération seront prises en charge par le député. Le blocage des négociations en RDC fait l'objet de commentaires dans les quotidiens de ce jour. D'autres journaux reviennent sur le CACEM du ministère de la Défense au moment où le président se décharge de ses fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Les journaux ont été pris de court avec l'annonce du nouveau gouvernement. Le pays et citoyens se joignent pour noter la nomination de Jean-Claude Bouda au poste de ministre de la Défense nationale. Et parlant de défense, le pays revient sur les travaux du dernier CACEM de ce département pour dire que le mal a été diagnostiqué, reste à le traiter. Et le premier mal, selon le journal, c'est la malgouvernance, quand on sait que les promotions dans la Grande Muette se faisaient à la tête du client ou selon les humeurs des chefs. Et pas seulement, le politique s'était emparé des casernes quand des militaires préféraient le costume au kaki ou les voitures rutilantes au pick-up de patrouille. Aussi, faut-il donner à l'armée les moyens conséquents pour faire face à ces défis. À cet effet, l'annonce d'une loi de programmation militaire par le chef de l'État est rassurante pour le journal. Seulement voilà, tous les Burkinabés sont devenus des saint Thomas, voir pour croire. En RDC, querelle de poste au sein de l'opposition. La danse macabre se poursuit, déplore le pays. Et l'accord politique pourrait prendre un coup avec ces divergences. Et si l'opposition venait à se disloquer, ce serait la deuxième mort d'Étienne Tshisekedi. Et puis, jusqu'où tiendront les évêques, s'inquiète l'observateur Palga. Ces médiateurs entrés en conclave de 3 jours pour décider de la suite à donner à la médiation, il faut maintenant craindre que le clergé ne jette le tablier. Considérés comme le dernier rempart, les Congolais ont intérêt à ce qu'ils tiennent bon jusqu'au bout. Sinon, bienvenue en enfer. C'est tout pour le journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.